Tous vos youtubeurs préférés vont sortir leur critique de Dune, mais nous, on est là pour parler de cette série. Shogun, épisode 1 et 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Shogun est l'histoire d'un Britannique nommé John qui arrive assez difficilement au Japon. C'est là qu'il sera capturé et découvrira un Japon proche de la guerre civile. Oui, je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir été invité à l'avant-première de Dune il y a 2 semaines, mais on est là tout de même, c'est pas grave, la critique sortira demain. Mais ça tombe bien parce que je voulais tout de même parler de Shogun. Ça fait longtemps que je vous en parle dans les vidéos actualité, c'était l'une de mes séries les plus attendues de cette année et il est enfin sorti. En tout cas, les 2 premiers épisodes. C'est adapté d'un livre qui a été écrit dans les années 70 et il y a aussi une série qui a été adaptée de ce livre dans les années 80 avec des acteurs japonais extrêmement connus, mais on est là avec une nouvelle adaptation en 2024 et techniquement c'est une mini-série de 10 épisodes. Il y aura un épisode par semaine à partir de maintenant et je vais essayer de faire la critique de tous les épisodes. Je vais essayer, c'est pas sûr parce qu'il y a des mardis où je suis pas disponible, mais je vais tout de même essayer. Au pire, si je saute un mardi, ce sera pas la chose la plus grave, mais ça ferait un peu chier de faire genre épisode 3 et pas le 4 et enchaîner avec le 5. Bref, je vais essayer, mais je vous promets rien. Et le fait que ce soit une mini-série, en théorie, c'est la vérité, parce que la série va adapter tout le bouquin, mais ils n'ont pas dit non à potentiellement faire des suites et continuer à explorer cet univers s'ils ont envie. On verra comment la mini-série se finit et s'il y a besoin de faire une suite, mais normalement, non, le livre sera adapté et terminé. Et c'est une série techniquement sur Disney+ en France, et je pense qu'en Europe de manière générale, mais ce n'est pas une série Disney+ en théorie. C'est une série Disney, oui, mais c'est une série FX. Donc tous les gens qui sont allergiques à Disney, ne vous inquiétez pas, c'est une série FX comme The Bear par exemple, comme What We Do in the Shadows et plein d'autres séries que vous aimez. C'est juste dispo sur Disney+ et ça sera dispo du coup tous les mardis, chaque semaine, jusqu'au 23 avril ou un truc comme ça. J'avais plusieurs craintes. La première était que la série est intégralement tournée au Canada, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos actualité, tournée intégralement dans des décors et dans des endroits proches de Vancouver, et je me suis dit ça va le faire mal. Une série sur le Japon féodal au XVIIe siècle, ça va être compliqué de faire ça au Canada. Écoutez, on n'y voit que du feu. Je commence à être un peu méfiant des séries parce qu'elles utilisent toujours des technologies qui font un peu cheap. T'as l'impression que ça a été tourné en studio, il n'y a rien de concret. Ça m'inquiétait de me dire qu'une série sur le Japon féodal va être entièrement faite au Canada. Au fait, pas du tout. On remarque pas la différence. Alors peut-être les géoguesseurs vont vite remarquer, mais moi qui connais ni le Canada ni le Japon, en tout cas les terrains là-bas et leurs forêts, j'y ai vu que du feu quoi. Et un autre truc qui me faisait un petit peu flipper, c'est que dans les bandes annonces, t'as l'impression qu'il y avait beaucoup d'anglais. Et là, pareil, je me suis dit, ok, je vais peut-être accepter le fait que tout est en anglais, pourquoi pas, pour vendre la série au plus grand marché possible. Mais au fait, pas du tout. Il y a quasiment pas d'anglais, ou presque. En fait, ça dépend. Tout ce qui concerne le britannique, il y a de l'anglais. Mais c'est assez drôle parce que du coup, il parle anglais, mais au fait, dans la série, il parle portugais. Il y a 2 langues dans la série, le portugais et le japonais. Pour le portugais, il parle anglais, en tout cas en version originale, et pour le japonais, il parle japonais. Et la langue utilisée est extrêmement importante à l'histoire de la série, parce que du coup, ils ont besoin de traducteurs, et ça joue énormément sur la série, on va en parler après. J'ai aussi eu quelques petits bugs avec Disney+, moi j'ai mis les sous-titres, forcément, pour les parties en japonais, mais parfois il buguait un petit peu, parfois il passait beaucoup trop vite. Je sais pas si vous avez le même problème, j'ai une télé LG, peut-être sur le système d'exploitation de LG, il y a des bugs. Il y a plusieurs fois, j'ai dû aller en arrière pour revoir les sous-titres, parce qu'ils étaient affichés ou beaucoup trop vite, ou parfois en superposé l'un sur l'autre, enfin bref, c'est un enfer. Quelques petits bugs, dites-moi si ça arrivait chez vous. Du coup, ce qui est vraiment intéressant dans ce monde-là, c'est l'histoire. On est dans un monde où, du coup, t'as un homme qui s'appelle John qui arrive au Japon féodal. On sait pas vraiment pourquoi il est là. Il dit pas la vérité non plus sur pourquoi il est là. Et de l'autre côté, t'as le contexte du Japon féodal où t'as plusieurs choses qui se passent. Premièrement, le dirigeant est décédé et il a demandé à un conseil de plusieurs personnes à haute responsabilité de s'occuper de la charge du pays jusqu'à ce que le fils de cet homme-là qui est décédé soit assez âgé pour prendre la tête du pays ou du shogunat ou du clan, peu importe. Sauf que toutes les personnes de ce conseil-là ont des motivations différentes, que ce soit d'un point de vue business, que ce soit d'un point de vue religieux. On est quand même dans un monde où beaucoup de Japonais sont catholiques. Il y a un côté aussi nationaliste par rapport à leur pays qui est important, qui veulent protéger. Et nous, on va surtout suivre un personnage qui est considéré comme un rebelle et un prisonnier, mais qui fait quand même partie du conseil. Donc ça sera lui, l'un des personnages principaux du Japon, un acteur que moi j'adore, on en parle juste après. Donc déjà, tu as un contexte politique qui est vraiment au bord de la guerre civile parce que tous les clans veulent se foutre dessus. En même temps, ce conseil est extrêmement instable et chaque membre du conseil a des motivations différentes. Chaque membre veut son succès, de l'argent, veut propager la religion, veut le bien de son pays, veut son succès personnel, veut dominer le shogunat et des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une situation politique qui est assez tendue et c'est ça qui est fort, c'est qu'on comprend très rapidement les motivations de tous les personnages. Alors évidemment, il y aura des surprises, des choses qui sont cachées et on va apprendre plus de choses au fur et à mesure. Du coup, là arrive un homme qui est un Britannique qui sera utilisé comme une sorte d'élément politique parce que c'est un Britannique qui a une particularité assez intéressante, c'est qu'il n'est pas catholique, il est protestant parce que l'Angleterre est protestante à ce moment-là. Ça va créer évidemment plein de problèmes et il sera utilisé comme une sorte d'outil
outils politiques pour tout le monde, mais en même temps, lui, il va apprendre les coutumes. Pour les gens qui aiment les manigances, la politique, qui aiment un peu ces découvertes culturelles du Japon via le regard d'un homme, vous allez adorer. Je suis pas un grand fan du Japon de manière générale, j'aime bien leurs films, leur culture, tout ça, mais je suis pas un obsédé du Japon comme beaucoup de Français, je suis pas un bandeur du Japon comme les gens appellent ça. C'est pour ça que je vous dis que moi, les visuels, l'esthétique et tout, ça me suffit pas. Il faut que vraiment que les personnages soient engageants, que le contexte soit bien et que la politique soit bien. Et on va parler de ça justement. La barrière de la langue est super bien utilisée, vu qu'il y a plusieurs langues dans la série, ils utilisent la langue de manière politique aussi, parce que parfois il y aura des traducteurs, et forcément les traducteurs, s'ils ont un conflit avec la personne avec laquelle ils traduisent, ils vont pas dire la vérité ou ils vont altérer certaines choses. Donc ça c'est intéressant d'un certain point de vue, parce que la communication est clé dans ce genre de contexte, et du coup des méfiances se créent par rapport à la langue, par rapport aux étrangers, par rapport aux gens qui sont déjà là, et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. En plus, il y a pas mal d'idées de mise en scène, il y en a une que j'ai adorée, c'est lorsque deux personnages se parlent, mais ils parlent pas la même langue, et il y a à chaque fois des traducteurs qui traduisent, mais la mise en scène fait que les traducteurs deviennent de plus en plus déconnectés de la conversation, mais on comprend qu'ils traduisent toujours, et du coup les personnages se parlent en face à face, il y a une sorte de connexion qui se crée, et c'est super bien fait, c'est hyper simple, mais c'est extrêmement efficace pour comprendre que oui, ils se comprennent pas du tout, mais ils se sont quand même compris, et qu'il y a un truc qui est en train d'être construit. Il y a plein d'idées de mise en scène par rapport à ça. Dans les dialogues, il se passe toujours quelque chose. Un exemple tout bête, un moment, il y a des gens qui parlent, et il y a un gars qui tient un oiseau. Sans raison. Peut-être il y aura une explication plus tard. En vrai, il tient juste un oiseau, puis après, il y aura des gens qui vont parler, ils vont se balader, ils vont faire des choses. C'est jamais du chant contre chant débile, il y a toujours des choses qui se passent, il y a des acteurs qui sont toujours actifs, et ça rend le truc bien plus divertissant. En plus, ils sont dans des décors qui sont vraiment bien foutus. Tu vois que du feu, que ce soit en extérieur des châteaux ou pas, tu vois vraiment que du feu. Dans les forêts, dans les ports, il y a quelques séquences en effets spéciaux quasiment invisibles, c'est génial. Ils ont fait un super travail. Tu vois pas la différence entre ce qui a été fait ou pas. C'est ce qu'on veut dans une série à haut budget, quoi. En plus, la mise en scène iconise vraiment les personnages, avec des silhouettes, avec des plans larges ou pas, des plans très intimes aussi, leurs costumes, leur taille, ils sont imposants, mine de rien, ces dirigeants japonais. Il y a un personnage qui est malade, qui a un truc qui le défigure et tout. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu t'ennuies jamais parce qu'il y a toujours de nouvelles choses et chaque personnage est intéressant à suivre et ça donne envie de les suivre, quoi. La photo est super, il y a un vrai travail sur l'éclairage et tout. Ça met la misère à toutes les séries qui sont sorties de ces dernières années, qui sont considérées comme haut budget, surtout chez Netflix et autres. Les séries à haut budget, ils font pas d'efforts. Je parle de Netflix, mais à Disney aussi, évidemment. Là, franchement, tu dis, ok, il y a de l'argent, ça se voit, ils se donnent à fond et ça ressemble à des vrais trucs, quoi. Il y a des séquences d'action plutôt bien foutues aussi, même si c'est pas une série d'action, je le précise, c'est une série politique. Il y a des séquences d'action, d'accord, mais c'est pas le but de la série. Ça se voit qu'il y a un budget et ça rend vraiment bien l'image, quoi. Vu que c'est beaucoup de politique, tout est important dans l'acting. T'es censé comprendre un peu les manigances, t'es censé comprendre un peu les sous-entendus. Ça crée des situations assez drôles parce que parfois il y a des gens qui vont clairement mentir et la personne va savoir qu'elle ment, mais vu qu'il y a un truc un peu politique qui se passe derrière, c'est mieux que la personne prétende que la personne ne ment pas alors qu'elle sait qu'elle ment d'un point de vue politique par rapport au reste de la pièce. Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, mais en fait, dans chaque scène, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses qui se passent, tu te dis, mais c'est un délire. Je sais que ça a beaucoup été utilisé dans plein de séries différentes et tout, mais pour la première fois depuis, j'imagine, Game of Thrones, j'ai l'impression de revoir une vraie série politique sérieuse. Game of Thrones et disons Succession, quoi, où c'est des séries très politiques. Là, on y est, quoi. Plutôt Game of Thrones parce qu'il y a le côté Japon féodal et ça fait un peu plus fantasy, entre guillemets, mais on y est, c'est ça qu'on voulait, quoi. Une petite critique sur les visuels, il n'y a pas beaucoup de figurants, ça dépend un petit peu des scènes, mais j'ai pas trouvé du coup Osaka comme la grande capitale ou autre de ce clan ou de ce pays. J'ai pas été submergé de beauté par Osaka, et t'as les personnages qui font des réactions, regarde le monde civilisé d'Osaka, et tu vois ça, tu dis, ouais, c'est pas si impressionnant que ça. Mais après, dans l'épisode 2, surtout, c'est un peu plus impressionnant parce qu'il y a plus de décors et t'es un peu plus dans la ville. Mais c'est vrai que lorsque tu vois Osaka, il n'y a pas ce souffle épique pour l'instant en tout cas. C'est plus intimiste et beaucoup se passe dans des salons et autres, et c'est intéressant tout de même. J'ai aussi beaucoup aimé le générique, que je vais pas vous spoiler, qui a un rapport direct avec une scène de l'épisode 2, et tu comprends à quel point le générique est géopolitique et joue avec la géographie même de la scène et du pays d'ailleurs de manière générale. Il y a pas mal de violence tout de même, il y a une certaine barbarie qui est montrée par rapport à la mort des gens. Il y a une scène de torture mais qui est pas beaucoup montrée. On voit un petit peu, mais globalement il y a pas mal de violence, pas mal de sang, mais c'est pas non plus une série extrêmement gore, quoi. Il y a pas mal de finesse et parfois même de poésie dans la mort de certains personnages. Ils sont plutôt dans le style, dans les ombrages, dans les silhouettes, dans le sous-entendu plutôt que la violence qui est montrée. Mais il y a quand même quelques moments un peu d'incivilité ou de choses assez crues qui sont montrées. Mais globalement, c'est violent, mais c'est pas dégoûtant, quoi. C'est intéressant parce que du coup, ça crée un parallèle avec cette société qui est civilisée, mais qui en même temps fait des choses horribles. Puis évidemment, il y a un conflit culturel entre les différentes coutumes, les différents pays, les différentes religions. Il y a un petit peu de nudité aussi pour l'instant. Ils sont pas allés au bout des choses. On verra à quel point ça va être important. Mais la nudité aura une importance, je pense, dans le reste de la saison. Et le sexe de manière générale. Ça reste assez poétique, mine de rien. Ils ont complètement assumé leur truc avec des séquences politiques vraiment où t'es à fond dedans. Des séquences beaucoup plus calmes où tu peux te poser. Et ça me fait beaucoup, du coup, penser à Ghost of Tsushima que je suis en train de faire. Tu t'y retrouves complètement. Évidemment, en termes d'acting, j'adore Hiroyuki Sanada. C'est l'un des acteurs japonais qui a fait le plus de films américains ces dernières décennies. Mais le gars est incroyable et à chaque fois que je le vois, je suis hyper content. Et là, il a un rôle principal et ça fait grave plaisir. Et le gars est charismatique, il est fort et son personnage est génial. T'as vraiment envie de le suivre et comprendre qui il est. Tous les acteurs japonais, je les trouve vraiment bien. Un peu plus de mal avec le britannique principal, Cosmo Jarvis.
Service qui interprète John. Parfois, je trouve qu'il surjoue un petit peu, il montre pas beaucoup d'émotions, parfois ça passe un peu mieux, mais il a quand même de bonne alchimie, même si l'acting est pas excellent. Je trouve que son personnage est plutôt bien écrit au final, et les relations sont rapidement créées avec les Japonais, que ce soit romantique, parce que tu sens le truc arriver, que ce soit amical, que ce soit, on va dire, conflictuel, il est bien intégré, je trouve, dans l'œuvre. Même si l'acting, pour l'instant, je le trouve pas incroyable, contrairement aux autres qui font un bon travail. J'ai aussi kiffé Nestor Campbell, que j'avais pas reconnu au début, qui est top, mais ce qui est vraiment fort, c'est que chaque interaction est lourde d'enjeux, de conséquences, les dialogues sont extrêmement importants, c'est une série, c'est normal, mais là, ils ont un vrai enjeu politique qui est crucial. Et pour conclure, Shogun épisode 1 et 2, ça donne clairement envie de voir la suite. On est enfin sur un niveau de maturité, de finesse, de beauté visuelle aussi, qu'on attend en termes de films ou de séries de politique, surtout de séries de politique, disons, dans un paysage un peu historique. En termes de séries historiques, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant depuis très longtemps. En tête, mis à part la fantasy évidemment, j'arrive même pas à me dire quelle série m'a autant impressionné lors des 2 premiers épisodes. Il y a du budget, il y a des enjeux, que j'ai dit plein de fois ce mot-là, je sais. Il y a des personnages attachants, il y a un bon acting, il y a des visuels de dingue, c'est top quoi. Ça donne vraiment envie de faire la critique de chaque épisode chaque semaine, parce que c'est hyper prenant dès maintenant, et ça motive de fou à s'intéresser encore plus à l'œuvre, et j'ai trop hâte de voir ce que va donner la suite. Honnêtement, tentez votre chance, ça vaut le coup, c'est mortel, et nous on en parlera bien plus dans les semaines qui viennent. Maintenant, je vais passer en spoiler. Il y a pas mal de scènes impressionnantes en termes de budget évidemment, il y a la scène du bateau qui est pas mal du tout, tu vois qu'ils sont dans un huis clos mais qu'ils ont quand même réussi à mettre pas mal de budget avec l'eau et tout, et il y a une intensité dans la mise en scène, et ils ont quand même fait cette scène en rappel par exemple aussi qui est intéressante, qui est lourde aussi de conséquences et de développement de personnages, avec cet homme là qui est hyper badass je trouve, qui allait se sacrifier pour sauver un homme juste pour son honneur, il joue le jeu et j'adore ça, et la scène d'assassinat à la fin qui est aussi hyper bien filmée, hyper bien foutue, dynamique, qui est intense parce que tu te demandes ce qui va se passer quoi, dès l'épisode 2, et c'est là que tu comprends à quel point John est important parce qu'il va devenir un vrai outil politique crucial de ses connaissances du monde. Les Portugais ont complètement manipulé les Japonais sur plein de choses différentes et ils ont envie de garder leur monopole, justement, ces Japonais. Mais forcément, les Portugais et les Britanniques sont en guerre et il est là pour, entre guillemets, casser un peu cette amitié ou alliance, peu importe. Donc forcément, il crée un peu d'ambiguïté dans les relations japonaises et portugaises. On sait pas trop pourquoi il est là non plus, lui. On sait qu'il est là pour faire chier les Portugais. On sait qu'il y a un truc où il était marchand, pirate, peu importe, entre guillemets. Mais on n'a pas, pour l'instant, je trouve, ses motivations complètes. C'est ça qui va être intéressant aussi. Évidemment, ses motivations vont changer. Il va s'attacher au pays, il va sûrement finir avec Mariko, pas de surprise. Mais t'as envie de voir ce gars-là découvrir cette culture et devenir crucial dans la politique de ce pays-là. J'ai envie de voir ce pays via ses yeux, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lui le sauveur de ce pays. À la fin, il se fait limite couper et Toranaga n'avait pas besoin d'aide, par exemple. Ça qui est intéressant, c'est qu'il sera spectateur, il va participer, il va aider, mais ça restera la série des Japonais. Et ça qui est cool. Et j'espère qu'il va pas non plus prendre trop d'importance dans la série. Mariko, j'espère qu'elle aura un bon développement, elle va remettre en doute évidemment sa foi, les mensonges des Portugais, et je pense que la relation avec le prêtre sera intéressante. Surtout que le prêtre, il a pas l'air si méchant que ça au final, manipulé par le système, mais j'ai l'impression qu'il a un bon cœur, on verra par la suite, mais je pense que vraiment il va trahir les Portugais, rejoindre les Japonais, et ils vont faire face justement à l'envahisseur portugais par la suite. C'est de la spéculation, je connais pas le livre. Il y a une bonne alchimie qui s'est construite là, et évidemment cette femme va tout remettre en question, c'est ça qui est intéressant. On voit aussi que la courtisane est un petit peu manipulatrice, on va voir à quel point ça va être utile par la suite. Le dirigeant du conseil, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est pas si manichéen que ça, et la série non plus, c'est que lui, il veut clairement se débarrasser de Toranaga, mais en même temps il est pas catho, et il a pas envie de faire plaisir aux autres membres du conseil, qu'il sait sont uniquement cathos pour les richesses. Ils sont pas réellement cathos, ils s'en foutent. Donc je vois vraiment bien tous ces gens-là faire équipe pour faire face à l'envahisseur portugais, quoi. Même si pour l'instant, évidemment, ils sont en conflit. Puis même le conseil, j'adore l'idée du catholicisme, du business, du lépreux et tout, c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça donne vraiment envie à ce conseil et ça crée des antagonistes qui fonctionnent plutôt bien, quoi. Ils sont détestables dès la première scène. Le beau-père de Mariko, tu sens clairement qu'il a une importance assez cruciale aussi. Il est en train de choisir un petit peu son camp. C'est le genre de gars que je vois mourir bientôt, moi, pour symboliser quelque chose. Mais Toranaga est vraiment intéressant parce que d'un côté, il veut respecter l'héritage de ce pays, il veut respecter la promesse qu'il a faite à quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps, mais il est contraint au sein de ce conseil qui n'aime pas ce mec, et du coup il doit faire face à tous ces gens-là en étant emprisonné, en étant face à un conseil qui sont tous contre lui, et c'est là qu'il utilise justement John pour diviser le conseil, quoi. Et quand t'apprends que l'assassine venait pour John, ça change littéralement tout, et il a toutes les raisons de le défendre. Parce que c'est là qu'il a compris à quel point John est important. Si ses ennemis sont prêts à le tuer, c'est qu'il doit vraiment bien le protéger. Du coup, il a un respect pour l'héritage, il a un respect pour son pays, et en même temps, bah, il a une sorte de confrontation face à ses ennemis, et en même temps, là, il doit sauver son pays parce qu'il voit la menace portugaise, il a des doutes sur les vraies motivations portugaises, et c'est hyper intéressant. Franchement, moi, j'ai adoré voir ça, quoi. Bref, c'est top, j'ai trop hâte de voir la suite, et on en parlera, évidemment, chaque semaine, j'espère. Je ferai de mon mieux. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 premiers épisodes, avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.